Le respect du temps de parole. Et je donne la parole immédiatement à Monique Chemillé-Gendreau de l'Université Paris-Cité. Je répète tout simplement que vous avez 25-30 minutes à disposition. Merci. Merci beaucoup. Merci à Samantha pour m'avoir invité à ce colloque et m'avoir autorisé à parler dans ma langue de travail et de pensée qui est le français. En proposant ce sujet du consentement à notre rencontre, Samantha Besson nous invite à aborder la question centrale du fondement du caractère obligatoire de ce droit, autrement dit celle de sa légitimité. Cette question, notamment dans la doctrine française, est évacuée par la force du courant positiviste. Et pourtant, si le consentement passe par une forme, je ne pense pas, contrairement à ce que Jean d'Apremont a soutenu hier avec force, que cela suffise à la pleine réalisation du droit. Celui-ci ne remplit sa fonction de pacification des relations sociales que s'il fait l'objet d'une adhésion des sujets concernés. Alors je vais ici poser d'abord la problématique en termes généraux, je verrai ensuite comment la question a été rarement abordée pendant la période classique. Je rappellerai comment elle a été introduite avec les notions de contrat social et de démocratie, à partir du XIXe siècle, sous l'influence de la philosophie des Lumières, mais je soulignerai comment le fait que la société internationale soit limitée au groupe des États reconnus et des organisations interétatiques qu'ils forment fait obstacle à une appropriation du droit international par les sociétés dans leur profondeur. Alors, d'une manière générale, le droit est constitué d'un certain nombre d'énoncés de langage. Mais contrairement aux énoncés du langage courant, les énoncés juridiques créent des obligations à l'égard de ceux auxquels ils sont destinés. Ils engagent alors la responsabilité de ces personnes pour manquement aux obligations ainsi définies. À travers ces discours du droit, certaines volontés particulières, celles des représentants du pouvoir, vont s'imposer à celles de l'ensemble du groupe concerné et vont leur dicter des contraintes. Toute la question est alors celle de la légitimité de cette contrainte à travers laquelle se joue son acceptation. En effet, le droit est le curseur qui sépare deux types de violences. Celle du voleur qui viole le droit et celle du policier qui l'applique. C'est la norme fixant les modalités de la propriété telle qu'elle était dictée qui justifie cette distinction. Et en droit international, les États réunis à San Francisco en 1945 ont tenté, avec la Charte des Nations Unies, de mettre en place une distinction comparable. La violence de l'État qui en envahit un autre devait se voir opposer en réponse des sanctions internationales qui sont une autre forme de violence. Mais édictées sous l'autorité du Conseil de sécurité, elles sont revêtues de la force du droit. Elles deviennent alors de la violence légale contre des violences illégales. Dans tous les cas, se pose la question de la légitimité. Ceux qui exercent le pouvoir ont en main la contrainte, ils cherchent à s'en justifier par le consentement de ceux auxquels ils l'imposent. Alors il y a eu une longue période d'ignorance de la problématique du consentement, que ce soit durant la période de l'Empire romain ou celle du Saint-Empire romano-germanique qui lui a succédé. Les relations internationales des périodes pré-modernes ont été marquées par la volonté de domination et d'expansion de formations impériales qui avaient vocation à l'universel, prétention à l'universel. C'est à la fin du Moyen Âge, lorsqu'émerge en Europe une pluralité d'États se déclarant souverains, qu'apparaissent quelques règles relatives à la diplomatie ou à la circulation sur les océans. C'est seulement en 1635, avec le système westphalien, que s'ébauche un véritable ordre juridique européen, lequel est fondé sur la souveraineté des États. Celle-ci avait été théorisée en France un demi-siècle plus tôt par Jean Bodin.
il fait de la souveraineté une caractéristique de l'État, aussi bien dans son aspect interne que dans son aspect externe. Et il la définit comme une domination qui se passe de tout consentement. Mais les monarchies européennes sont alors chrétiennes. Elles légitimeront donc leur pouvoir par le droit divin. Ces pouvoirs dits souverains empruntent leur illimitation à celle du souverain pontife. Car le marqueur de la souveraineté reste son illimitation. Elle correspond à la capacité de transformer de la violence en droit et donne la maîtrise du curseur qui permet cette alchimie. La doctrine des pouvoirs régaliens, ceux qui sont par nature considérés comme des monopoles du souverain, dont le pouvoir de faire la guerre, vient parachever la construction théorique. Dès lors, chaque société nationale est considérée comme unifiée sous l'autorité du monarque. La souveraineté est la source, et la seule, du caractère obligatoire de la norme en droit interne et des engagements de l'État dans la sphère internationale. Elle est donc la source de leur pouvoir de régler les questions internationales, éventuellement par la guerre. Ceci perdurera jusqu'au XIXe siècle. La doctrine allemande de la compétence des compétences complétera encore l'édifice doctrinal et la souveraineté gardera un caractère absolu, particulièrement dans son exercice externe, et cela bien après que la philosophie des Lumières ait modifié la conception de la souveraineté interne dans les États se réclamant de la démocratie. Mais ce bilan concerne uniquement les sociétés européennes. Les autres sociétés adopteront les concepts politico-juridiques forgés en Occident à travers la colonisation puis la décolonisation. On notera que la doctrine absolutiste de la souveraineté de l'État, permettant aux dirigeants d'exercer le pouvoir et de dire le droit sans autre consentement que le leur, n'a pas été sans quelques voix discordantes. Il y a d'abord eu la voix d'Étienne de la Boétie. Celui-ci, au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire quelques décennies avant que Bodin ne théorise la souveraineté, avait compris le risque que comportait la domination. Il la nomme tyrannie, car elle est le pouvoir qui gouverne à travers la servitude volontaire. Cette tyrannie est à l'opposé de ce que la Boétie entend comme le pouvoir politique. Celui-ci est pour lui la communion des volontés libres, se recherchant dans l'entreconnaissance. Et il montre bien comment la servitude s'établit sous ce qu'il appelle le pouvoir d'un, avec un U majuscule. Mais à ses yeux, ce un, qui symbolise l'État, n'est personne. Il est le pouvoir informel, quel qu'en soit le titulaire, qui organise chaque nation hiérarchiquement. Ainsi, la grande leçon que nous pouvons tirer de la lecture de la Boétie est qu'il y a consentement et consentement. Celui donné en aveugle conduit à l'asservissement, comme le fera la fiction du contrat social développée quelques siècles plus tard. Pour la Boétie, le consentement qui procure la liberté naît au cœur du principe de raison universellement partagé. Car nous sommes tous faits, nous dit-il, à même moule. À même moule, mais cependant tous divers. Pour lui, l'important, c'est la reconnaissance mutuelle, la tension entre le un et le multiple, car la liberté ne va pas sans l'acceptation de l'altérité. Dès lors, le consentement à la norme ne saurait être donné par délégation. Il est nécessairement un fait continu, celui qui exerce des sujets pleinement libres, construisant leur consentement en fonction des enjeux. Au XVIIe siècle, Grotius déploie une véritable pensée du droit international. Il va d'abord se rallier à la conception de la souveraineté fondée sur le droit divin. Alors, le gouvernement du souverain consiste en un pouvoir de commander qui ne doit rien au consentement. Mais Grotius va admettre que les souverainetés sont bornées par le droit naturel, qu'il associe au principe de la droite raison. Et il distinguera le droit naturel du droit volontaire. Celui-ci résulte de la volonté des nations
qui s'engage par traité sur la base de pacta sunt servanda. Ici est introduit un premier niveau de consentement au droit international, celui qui est attaché à la volonté des États. Mais en 1625, dans le droit de la guerre et de la paix, Grotius va approfondir la question de la souveraineté, et c'est là que pointe quelque chose de l'ordre d'un consentement différent. Il envisage non plus seulement le consentement des souverains qui s'accordent entre eux, mais le consentement des associés qui forment la base de la cité. Et la souveraineté appartient d'abord à la cité comme association. Toutefois, Grotius ne va pas encore au bout du chemin de la liberté. Il considère que le peuple peut remettre la souveraineté qui réside en lui à un homme ou à une assemblée. Le souverain, qui en est le dépositaire, peut-il alors disposer de la souveraineté qu'il détient du peuple? Grotius introduit une nouvelle distinction. Si le consentement du peuple a été forcé par la conquête, le souverain en dispose comme d'une propriété. Mais ajoute-t-il, et je le cite, « À l'égard des royaumes qui ont été originairement établis par un plein et libre consentement du peuple, je conviens qu'on ne doit pas présumer que leur peuple ait voulu laisser au roi la permission d'aliéner la souveraineté. » Fin de citation. On le voit, durant la période qui se déroule avant que ne soit déployée la pensée des Lumières, la notion de consentement au droit international affleure, mais elle affleure seulement et timidement chez certains auteurs. Alors, nous avons l'entrée en scène du peuple. Préparée par les philosophes du XVIIIe siècle, l'entrée du peuple comme un sujet politique émerge en Occident, notamment avec les deux révolutions américaines et françaises. Et la démocratie va s'imposer par étapes comme le fondement de la légitimité et du droit qui les dicte. Mais le terme de démocratie n'est pas univoque, et la recherche de la liberté s'exprime par tâtonnement. La souveraineté ne va pas disparaître du paysage politique, et l'on tentera de la considérer comme compatible avec la liberté. Elle va suivre des méandres, l'amenant de la souveraineté du monarque à celle du peuple, et de là à celle de la nation, pour retomber dans les mains des seuls gouvernants avec la souveraineté de l'État. Le contrat social, dans la pensée de Thomas Hobbes, ne signifie en rien diminution de la puissance étatique, dans la mesure où les droits du souverain demeurent illimités. Et le peuple devient une seule personne par la représentation et par la fiction de la volonté générale. On suppose donc que les membres de la multitude, par leur consentement, forment une seule volonté, qui soit la volonté de tous. Le consentement se combine alors à la représentation. Un pas important sera franchi par Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il considère qu'il n'y a de souveraineté que du peuple. Dès lors, la conception de Bodin est renversée. Il n'y a pas de souveraineté sur le peuple, mais la souveraineté du peuple, et celui-ci, par le fait de l'association, ouvre la voie à la volonté générale. Mais nous savons comment dans la pensée politique, le rôle du peuple a été réduit par les mécanismes de la représentation. Ce peuple, dont l'État prétend traduire la volonté générale, n'exprime celle-ci qu'à intervalles distants et selon les modalités des lois électorales. Parallèlement, tout au cours du XIXe siècle, la pensée politique a consolidé la doctrine de la souveraineté de l'État. Selon les différentes sociétés, cet État sera plus ou moins jacobin, le plus souvent exprimant un pouvoir vertical. Cela va entraîner des conséquences sur le droit international. Ce dernier se développe parallèlement au mouvement profond de mondialisation. L'intensification des échanges amène les premiers embryons d'institutions internationales. Les guerres et le développement des armements conduisent aux premières conventions sur ce sujet, notamment avec les conventions de La Haye de 1899 et 1907. Qu'en est-il du consentement dans ce contexte? Il est réduit à celui des États. Et dans la sphère internationale, on ne se soucie pas alors de savoir si la volonté de chaque État représente bien celle de son peuple, à supposer que l'expression volonté du peuple ait un sens, question sur laquelle je vais revenir. Les deux guerres mondiales
balaie les minces efforts faits jusqu'alors pour doter la société internationale de règles communes. Et en 1945, la Charte des Nations Unies apparaît comme une nouvelle tentative en vue de renouveler les principes à ce sujet. Le consentement des peuples pointe de diverses manières. D'une part, il est pris en compte pour assurer l'effectivité du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'autre part, les buts des Nations Unies incluent le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. La première des libertés étant celle de participer à travers l'élection à la désignation de ceux qui auront en charge de faire la loi, il y aurait là la base d'une doctrine universelle du consentement au droit. Alors se développe une conception très formaliste du droit. Dès lors que les représentants des États ont été élus, chaque peuple est supposé avoir donné son consentement à ceux qui le représentent. Ces derniers sont ainsi mandatés pour acquiescer au droit international à travers leur adhésion au traité ou par le mécanisme de construction de la coutume. Alors, et c'est mon dernier point, je considère que le consentement ainsi construit est biaisé en théorie et en pratique. La réflexion critique au sujet du consentement au droit international doit nous amener à nous interroger pour savoir si la volonté concordante des États correspond à une adhésion réelle à ce droit de la part des peuples qui constituent la société mondiale. En effet, des périls menacent la communauté humaine dans son ensemble et nous avons besoin plus que jamais que le droit international soit le lien qui fonde le peuple du monde comme communauté politique mondiale. C'est pourquoi le consentement ne peut pas être réduit à celui des États. En effet, nombreux sont les États où le pouvoir n'est pas démocratique ou ne l'est qu'en façade, par des élections qui ne garantissent aucun consentement authentique des peuples aux actes du pouvoir. Pour ce qui est du groupe des États considérés comme de grandes démocraties, à mettre entre guillemets, rares sont ceux dans lesquels les engagements internationaux du pays sont soumis au processus démocratique. La notion de secret défense, très prônée en France, sert à occulter bien des décisions, et la politique étrangère ou les engagements militaires du pays sont chez nous l'apanage du chef de l'État, le souverain, sans contrôle des représentants du peuple ou avec un simple devoir d'information du Parlement. Et le cas français n'est pas isolé. Les positions des pays à l'égard du droit international sont très souvent du domaine réservé du chef de l'État ou du ministre des Affaires étrangères. Elles dépendent aussi des constitutions, des différentes constitutions et de leur application par les juridictions nationales. Il arrive que celles-ci, et je prends le cas de la France, bloquent l'application du droit international dans la sphère interne sous le prétexte que certains traités ne seraient pas d'effet direct. Alors le consentement pourtant donné à l'adoption de la norme ne correspond pas à une garantie de l'application de celle-ci dans la société concernée. Par ailleurs, bien des groupes ne sont pas parvenus au statut d'État ou ne se reconnaissent pas dans les États qui les incluent. Tel est le cas des peuples sans État, mais aussi de certaines minorités de territoires dits d'outre-mer, parfois de régions. Tel est le cas des millions de réfugiés et de migrants qui ne résident plus dans leur propre pays et ne sont nullement représentés. Et il arrive que l'on voit sourdre des profondeurs des sociétés des exigences de positionnement sur le droit international qui débordent les États concernés. C'est le cas de certaines grandes villes qui s'affranchissent des positions de leur propre État en matière de protection de l'environnement ou de migration. Mais le droit positif ne permet pas de prendre cela en compte. Construit sur le formalisme, il en reste à l'expression du consentement par les États. Or, le consentement donné par une majorité des États qui ont participé à un vote ne saurait exprimer une prétendue volonté générale de la communauté internationale. L'artifice n'est pas tenable. Et le vote intervenu à l'Assemblée générale des Nations unies, le 2 mars dernier, à propos de la résolution condamnant l'agression russe à l'égard de l'Ukraine, doit nous interpeller.
Cette résolution a été adoptée, et en apparence à une forte majorité. Mais entre les 5 États qui ont voté contre, les 35 qui se sont abstenus et quelques autres qui étaient absents, si l'on considère leur démographie respective, c'est près de la moitié des habitants de la planète qui ne se retrouvent pas derrière les mesures prises par les pays occidentaux. Peut-on considérer qu'il y ait eu consentement à cette résolution? Nous devons reprendre la réflexion à nouveau frais. Nous ne partons pas de rien, car si la théorie contemporaine du droit international est peu prolixe sur la question du consentement, et notamment de ses rapports à la souveraineté, en d'autres périodes, le sujet a été mieux éclairé qu'aujourd'hui. Les théories du droit public de Léon Duguit et celles de Maurice Horiou relatives à l'institution peuvent nous éclairer. Mais c'est surtout Hannah Arendt et les philosophes qui ont approfondi sa pensée qui nous permettent, me semble-t-il, d'élaborer une théorie du consentement qui permettrait un renouveau de la démocratie à l'échelle mondiale et non pas son dépérissement auquel nous assistons. Nous avons à apprendre de Léon Duguit et surtout des théories solidaristes de la fin du XIXe siècle qui l'ont inspiré. Devant les fonctions nouvelles de l'État dans des domaines économiques et sociaux, la doctrine du service public de Léon Duguit a alors conduit à enrayer les dérives absolutistes. Elle a offert une alternative à l'idée de puissance publique, contestant que celle-ci puisse justifier l'usage de la force comme moyen de gouvernement. Pour Léon Duguit, l'État doit cesser d'être une puissance qui commande pour devenir un groupe qui travaille. La solidarité sociale est la seule légitimation possible à ses yeux de l'action publique. La formule vaut dans l'espace national, mais elle pourrait et elle devrait être transposée dans les relations externes. Les besoins sociaux sont de nos jours d'ampleur plurinationale. Leur satisfaction appelle à la solidarité, mais celle-ci doit se traduire dans les institutions. Et c'est là que Maurice Horiou peut nous aider parce qu'il avait vu l'importance des institutions, ce qui peut compléter la voie ouverte par Duguit. Les institutions doivent être vivantes. Et il y a eu, dans la perspective des réflexions à cette époque-là, la naissance d'institutions nouvelles, comme la sécurité sociale dans le champ domestique ou l'Organisation internationale du travail dans le champ international. La composition tripartite de l'OIT peut inspirer ce que pourrait être un consentement au droit international fondé sur des institutions plus représentatives de la diversité sociale que celles où ne sont représentés que les États. Car si le consentement au droit est la clé de sa légitimité et est donc indispensable à son effectivité, ce consentement ne doit pas être fictif. Il doit tendre à exprimer une adhésion de la société dans sa pluralité. La fiction de la volonté générale est trop souvent le masque de la force qui s'impose comme droit. Le philosophe Étienne Tassin, sur les traces d'Hannah Arendt, avait montré dans une formule saisissante, c'était le titre d'un de ses articles, comment le peuple ne veut pas. Car la conception de la démocratie, c'est-à-dire de la liberté développée par ces philosophes, qui se situe d'ailleurs dans le sillage de la Boétie, privilégie l'altérité, le multiple, le dissensus, ces réalités de toute société. Alors, le problème n'est pas d'en arriver à un impossible consentement. Il est de penser la société mondiale dans son universalité et son irréductible pluralité afin que tous s'expriment en ayant le sentiment d'appartenir à la communauté humaine dont le destin est actuellement si menacé. Plusieurs conséquences découlent de cette approche. Tout d'abord, les droits humains ne dépendent pas du fait de détenir telle ou telle nationalité. C'est un point central dans la pensée d'Hannah Arendt. Ils proviennent de l'appartenance à la communauté humaine. Sinon, quel serait le sens du mot universel employé dans la déclaration de 1948 ? À cet égard, l'observation de la situation des droits de l'homme dans l'ensemble des sociétés donne à voir l'impasse dans laquelle se trouve le droit international.
les États ont quasiment tous donné leur consentement à la reconnaissance des droits définis dans les divers pactes et conventions, et cela par un effet de leur souveraineté externe. Mais leur souveraineté interne leur permet, et une grande majorité d'États usent de cette possibilité, de réprimer parfois violemment leur propre population ou les étrangers se trouvant sur leur sol, en violation des droits proclamés. Se pose alors la question de l'authenticité du consentement. Alors un projet a été imaginé pour garantir cette authenticité. C'est un projet qui a été émis par des juristes tunisiens il y a déjà une dizaine d'années en faveur de la création d'un nouvel organe qui serait une Cour constitutionnelle internationale. Cette nouvelle juridiction aurait en charge de vérifier la conformité des constitutions, législations et pratiques administratives des États au regard de leurs engagements internationaux. Ainsi, un pas serait fait entre le consentement donné à des textes et le consentement confirmé dans les pratiques. La seconde conséquence d'une approche réellement universelle du droit international se rapporte à l'expression du consentement dans ce qui pourrait être une conception authentique de la démocratie à l'échelle mondiale. Fonder celle-ci sur l'expression d'une volonté générale est une voie hasardeuse car cela peut masquer une domination. Trop de régimes dominateurs parviennent à se dissimuler sous le nom de démocratie. Celle-ci peut être revivifiée pour ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un état de non-domination dans la cité. Mais quelles sont les voies pour que le lien entre les citoyens ne retombe pas sous une hiérarchie? La question se pose intensément dans les sociétés internes, où les modèles dits démocratiques connaissent une usure grandissante, mais nous devons penser aussi la question de la non-domination dans la cité mondiale. Comment doter la communauté humaine d'un droit commun qui ne soit pas un outil de la domination? La difficulté est redoutable car cette communauté est un ensemble formé d'individus tous semblables par leur appartenance à l'humanité et tous différents par leur radicale altérité. Et la réflexion est encore informe à ce sujet et je ne vous apporterai pas ici de solution. Mais je remarque une légère ouverture apparue par exemple le 26 avril dernier lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a décidé qu'elle se réunirait automatiquement lorsque l'un des membres permanents utiliserait son droit de veto pour commenter ce veto et demander à l'État ayant utilisé cette procédure de s'en justifier. Petit pas vers le refus de la domination. Alors, il est clair que des voies inédites comme celle-là et d'autres qui sont à inventer devront être explorées pour parvenir à des formes de consentement au droit international qui reflètent plus largement les populations concernées. Et on ne peut pas faire l'impasse sur la question des institutions, mais je ne vais pas l'approfondir ici. Le consentement des peuples au droit passe par leur consentement aux institutions en charge de dire le droit. Et à cet égard, je dirais simplement que je considère les institutions internationales issues de la fin de la Seconde Guerre mondiale comme inadaptées au monde actuel. Trop d'enjeux mondiaux doivent être affrontés par l'ensemble des peuples auxquels ces institutions ne répondent pas. Il faudra inventer autre chose et le faire dans un chemin vers un cosmopolitisme souple. Il ne peut pas s'agir d'un gouvernement mondial qui inéluctablement serait une nouvelle forme de domination. Mais il faudra imaginer un nouvel agencement des communautés politiques de toutes les échelles qui existent dans l'humanité, agencement de ces communautés politiques entre elles à ces divers échelons jusqu'à l'échelon international. Alors, ça sera mon mot de conclusion. Sur ce point comme sur les autres, la réflexion sur le consentement nous met dans une situation d'inconfort intellectuel salutaire. J'espère vous avoir fait partager cet inconfort. Merci.